Madame Diallo. Merci, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Isabelle Kibassa Maliba. Donc, vous êtes une femme politique, vous êtes originaire du Congo, arrivée en Belgique pendant votre adolescence. Vous avez poursuivi votre parcours scolaire et vous êtes diplômée en comptabilité. Vous êtes devenue conseillère communale en 2006. Vous avez été candidate du Parti socialiste pour le Sénat en 2007. Aujourd'hui, vous êtes mariée, mère de 4 enfants. Et depuis octobre 2012, vous êtes élue conseillère provinciale et désignée députée provinciale par le Congrès pour représenter le PS au sein de l'exécutif provincial de la province du Brabant wallon. Vos compétences couvrent entre autres économie, tourisme, agriculture, folklore, commerce, enseignement. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes aussi la marraine de l'Africa Belgium Business Week du Brabant wallon à Kinshasa pour le Kinshasa International Forum. Vous êtes aussi vice-présidente des femmes prévoyantes socialistes de Tubize. Et dans votre engagement associatif au Congo, en Belgique ou ailleurs en Afrique, les droits des femmes et la protection des enfants sont vos priorités. Donc, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que donc, vous êtes une femme qui avait été enfant au Congo et vous êtes venue ici adolescente. Donc, comment, en étant venue d'un autre pays, vous avez décidé d'investir le champ politique et pour devenir une représentante des Belges. Et comment vous conjuguez justement cette double appartenance? Merci en tout cas pour la parole et vraiment félicitations pour l'organisation. Voilà, pour ceux qui me connaissent en tout cas du Congo, en entendant mon nom, savent déjà que dans la politique, je suis tombée déjà à la naissance. Arrivée ici, c'est vrai que j'ai vécu certaines choses, hein, des stéréotypes, des problèmes de diplôme, par exemple, à légaliser, etc. Donc, vraiment, j'ai vécu pas mal de ces choses-là qui sont des petites choses frustrantes. Alors, la question, c'était de savoir si je dois rester dans mon coin, faire ma congolaise d'origine de base, râler et peut-être manifester de temps en temps, ou alors rentrer dans le système. Moi, je parle toujours et j'aime bien, j'ai une formule qui n'est pas la mienne. Cette formule, c'est la raison du plus faible. La raison du plus faible, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment, on parle de la nature. Au départ, on a eu des dinosaures. Où sont passés les dinosaures? Et on dit qu'en fait, dans la raison du plus faible, les animaux, les êtres vivants qui vont rester le plus longtemps ici sur Terre, ça sera les fourmis. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours vécu dans l'adversité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont toujours battus, ils se sont organisés justement pour pouvoir arriver quelque part. Pourquoi faire son étrangère de base? Je suis dans un collège, c'est un exécutif, hein, donc dans d'autres pays, député provincial, c'est ministre provincial. Je suis la seule femme, la seule socialiste et d'origine. J'aurais pu aussi rester dans mes retranchements et j'ai pensé à la carte SIM. Vous pouvez avoir le plus beau GSM, le plus cher GSM. Si vous n'avez pas de carte SIM, vous n'allez pas communiquer. Et moi, je me propose de rentrer dans le système. Je me propose justement d'être cette carte SIM qui rentre dedans pour donner en fait ce que j'ai, pour échanger, pour faire une symbiose finalement. Parce que bon, je n'accepte plus. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, j'entends des frustrations ça et là, j'ai vécu les mêmes choses, mais que je n'accepte plus. Et pour ne plus les accepter, pour ne plus juste rester dans mon coin, ben, j'ai été à l'affrontement. Je suis rentrée dedans, comme une carte SIM. Merci, c'est une très belle image. Pour continuer, je vais donner la parole à... Alors, je suis complètement perdue dans mes papiers. Non, c'est bon. À Laurence Ndong. Donc vous êtes scientifique, vous êtes originaire du Gabon, docteur au nouveau régime en sciences de l'éducation, option didactique des sciences expérimentales. Vous êtes professeure de sciences de la vie et de la terre, chercheuse en didactique des sciences. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Veuvage, droit, accompagnement et perspectives, de l'association Joseph, conférencière, écrivaine, pasteur. Épouse et mère de famille, c'est ainsi que vous vous définissez. Vous n'avez pas la présomption de changer le monde, mais à défaut de le faire, vous ambitionnez de créer un monde différent dans la vie de ceux qui l'entourent. Un monde au sein duquel il fait bon vivre, chacun ayant le minimum qui lui permette de vivre de manière décente là où il ou elle le souhaite. Le Gabon et l'Afrique sont vos priorités. L'éducation des populations et la condition féminine, vos chevaux de bataille. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Donc moi, la question que je voulais vous poser, puisque vous vivez en France, mais vous êtes très impliqué dans les questions relatives à la démocratie au Gabon. Donc comment, en étant ancré sur le sol européen,
vous parvenez en fait à vous rendre active dans la politique africaine. Et est-ce que vous pensez que c'est le rôle des femmes de la diaspora que de quelque part contribuer aux démocraties africaines? Merci de me donner la parole. Merci à Madame Kyenge qui a eu l'initiative de cette conférence et qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous. Et merci aussi à l'organisation et à toutes celles qui sont là. Je suis très impliquée dans la démocratie au Gabon. Pourquoi? J'ai entendu une phrase tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que tant que l'Afrique sera en marge, tant que l'Afrique sera un continent conflictuel, que l'on méprise, les Africains, où qu'ils soient, porteront cela sur eux et seront régulièrement et souvent méprisés. Et c'est ce que j'ai vécu en arrivant en France. Mais je veux parler, on parle ici de femmes immigrées. Mais on nous a beaucoup vendu l'immigration choisie en France notamment, où on voulait choisir qui on accueille, on veut choisir qui on reçoit. Mais je pense que l'immigration doit d'abord être choisie par ceux qui décident de partir. C'est d'abord eux. L'immigration doit être pour eux un choix parce qu'ils ont envie de voir autre chose, parce qu'ils ont envie de vivre autrement. Mais l'immigration ne doit pas être la seule issue parce qu'on n'a plus d'avenir dans son propre pays, parce qu'on n'arrive plus à se projeter, parce que les conditions de vie sont si exécrables qu'on pense qu'il vaut mieux mourir plein d'espoir en mer que de mourir pauvre sans espoir près de sa mère. Et voilà ce qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à partir. On aura beau les sensibiliser, mais si on ne change pas les conditions de vie là où ils sont, chaque homme ayant envie de vivre mieux, ils partiront là où ils auront cet espoir de vivre mieux. Et donc, cela m'a amené à m'intéresser à ce qui se fait chez moi. Parce que quand je suis arrivée en France, je suis allée à l'université. Juste pour la petite histoire, je suis arrivée en France parce que mon mari a été affecté par son entreprise. Moi, j'étais directeur général de la promotion de la femme au ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance dans mon pays. J'ai dû faire un choix entre la carrière de mon mari, la mienne, ma famille. J'ai choisi de venir en France, mais aussi parce que, ce que je ne dis pas souvent, mon dernier fils est né avec une maladie héréditaire et il y avait très peu de chances qu'il survive en vivant chez nous au Gabon. Et ça pose tout le problème du développement, tout le problème des conditions de vie chez nous qui ne se développent pas. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas de moyens. Nous avons des richesses, nous avons les intelligences. Mais ce qui nous fait défaut, c'est la malgouvernance. Ce sont ces pouvoirs qui décident de piller les deniers publics au détriment des populations, qui ne font aucun effort pour améliorer les conditions de vie. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, en 90, on a eu un vent de démocratie qui a soufflé. Mais 27 ans après, en 2017, en 2016, on a encore des élections tronquées. On a encore des présidents qui volent les élections, qui massacrent les populations pour rester au pouvoir. Et je me suis dit, moi, vivant dans ce pays où moi j'ai la liberté de parler, parce que ceux de mon pays ne peuvent plus parler, parce que quand ils parlent, on les tue. Ils ne peuvent pas manifester. Quand ils vont manifester, on ouvre le feu sur eux alors qu'ils ont les mains nues. Alors j'ai choisi de m'engager parce que je refuse de regarder l'Afrique comme dans un rétroviseur. L'Afrique est l'avenir du monde. Elle est l'avenir de chacun d'entre nous sur le plan économique et sur tous les plans. À plus forte raison pour nous. Nous avons beau être en Europe, l'Afrique ne sera jamais derrière nous. Elle fait partie de notre passé, de notre présent et elle fera surtout partie de notre avenir. Et nous devons ensemble continuer d'écrire son histoire pour qu'elle soit libre et qu'elle soit réellement ce qu'elle doit être pour ses fils. Un Eldorado et aucun d'entre eux n'aura plus envie de mourir en mer pour venir en Europe parce qu'il fait mieux chez nous qu'ici. On n'a pas le franc, on a les cocotiers, on a le soleil. Et vraiment, je nous encourage à travailler pour rester chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, j'ai dû vous interrompre parce que Madame Michaël Jean vient d'arriver et elle va prendre la parole immédiatement. Donc elle arrive. Concrètement. D'accord, donc Michaël Jean, donc je peux la présenter. J'ai le temps de la présenter ou Elle arrive dans une minute. Désolée, je vous ai interrompu un peu rapidement, du coup. Et après... Non. Parce que je sais que ça ne durera pas une minute, donc je ne donne pas la parole au public. Non, désolée. On attend Madame Jean. Et donc, Madame Kindita est là. Vous prendrez la parole à sa suite lorsqu'elle viendra, comme elle est un petit peu sur un planning serré. Voilà, nous l'attendons, mais elle arrive tout de suite. Vous allez chacun
Laurence Dong. Oui, je comprends. C'est qui vient de parler, c'est la Dong. Jamais. Mais concrètement, il faut qu'elle nous dise. Hein. Mais concrètement. Je suis désolée de ce petit... Ma question dure 15 secondes, Madame Laurence. Non, mais en plus, vous avez déjà parlé. Vraiment, je préfère vraiment qu'on garde le... Non, mais pour être sûr que quand elle arrive, elle ait immédiatement accès à la parole. Le temps de s'asseoir, ce serait vite fait. Hein. Ouais, mais en plus, vous avez déjà parlé. Ce serait injuste vis-à-vis des personnes qui n'ont pas parlé. Donc, voilà. Ça ne devrait pas tarder. On m'a dit 2 minutes, donc... Juste une interaction. Non, vous êtes déjà intervenu. Parce que si je dois donner la parole à quelqu'un, ce ne sera pas à vous. Donc voilà. Vous avez déjà parlé, il faut être équitable. Et je ne peux pas vous donner la parole 2 fois alors que d'autres ont été lésés dans la prise de parole. Mais c'était... Oui. Mais après, de toutes les façons, il y aura un temps, après on finira un petit peu avant 15h, il y aura un temps où on pourra se restaurer, puis un peu échanger de manière informelle, et ce sera l'occasion de parler aux différents intervenants. Décidément, les hommes, aujourd'hui, sont totalement indisciplinés. Bah, je suis désolée, monsieur, mais c'est incroyable. Vous avez la parole toute l'année. Laissez-nous un petit peu... Je vois que ce sont les représentants masculins qui prennent la parole d'autorité. D'accord. Bien sûr. Bah, écoutez, le temps d'échange, c'était la première heure. Donc après, ce sont les intervenantes qui vont parler. Et après, vous pourrez échanger de manière informelle avec chacune des intervenantes. Mais là, malheureusement, la première heure... Bah, malheureusement, le temps d'après est dédié aux panélistes. Non, on a perdu plusieurs... Merci. Et merci beaucoup, chers amis, et surtout merci pour la première partie qui a été très riche avec des recommandations. Certaines recommandations seront directement remises à Madame Michaël Jean. Donc, je souhaite la bienvenue à Madame Michaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, qui nous fait l'honneur de sa présence en cette journée internationale pour les droits des femmes. Même si elle n'a pas besoin d'être présentée, puisque tout le monde la connaît. Et permettez-moi quand même de dire quelques mots sur son parcours. Madame Michaël Jean, originaire d'Haïti, a une longue carrière faite d'engagement pour les citoyennes et les citoyens du monde entier. Elle a notamment été gouverneure générale et commandante en chef du Canada de 2005 à 2010. La 3e femme seulement à se faire voir confier cette responsabilité. En 2010, elle est devenue l'envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti. En novembre 2014, elle est élue secrétaire générale de la francophonie. Elle se consacre à servir une communauté francophone toujours plus agissante, à contribuer à la démocratie, aux droits et libertés et à rassembler des forces vives pour voir les hommes et les femmes avancer sur un pied d'égalité. L'Organisation internationale de la francophonie, et je suis sûre que Madame Michaël Jean, après, aura beaucoup plus d'éléments que moi de pouvoir présenter cette organisation, a pour objectif de rapprocher les peuples par leur connaissance mutuelle, de promouvoir l'éducation et la promotion, d'intensifier le dialogue des cultures et des civilisations. La francophonie accompagne tout particulièrement les femmes, d'autant plus que le contexte mondial actuel enregistre un ralentissement des progrès en faveur des droits fondamentaux des femmes et des filles, et parfois même
leur remise en cause. J'aimerais souligner l'engagement de la représentation permanente de la francophonie auprès de l'Union européenne pour son étroite collaboration avec les députés européens, notamment pour l'organisation de l'événement qui aura lieu d'ici quelques semaines sur la migration, les droits des femmes et la promotion de la démocratie. Je vous invite à venir voir la future exposition de photographie sur la crise migratoire à partir du 3 mai aux Beaux-Arts, ici à Bruxelles. Et ceci dit, j'aimerais dire quelques mots sur ce qui est sorti de cette salle. Et durant notre discussion, nos échanges, donc je viens vers vous, Madame, puisque les recommandations étaient vers le Parlement européen, mais c'était aussi envers l'Organisation internationale de la francophonie. En premier lieu, on a la lutte contre l'afrophobie, puisque c'est un peu sorti dans tous les discours. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une stratégie européenne, mais je dois dire une stratégie mondiale contre l'afrophobie. Les femmes, et je peux dire par là, les afrodescendants se sentent discriminés un peu dans beaucoup de secteurs, d'où la possibilité de demander s'il peut y avoir aussi une stratégie et à l'intérieur aussi de la francophonie. L'autre question qui est sortie de la salle, c'est le fait de l'éducation, le secteur de l'éducation qui est un secteur sur lequel chaque intervenant a insisté. La partie culturelle, le fait de pouvoir penser à réécrire l'histoire de l'Afrique, surtout dans le but de commencer à lutter contre les images stéréotypées, de commencer à lutter contre une image négative, surtout des afrodescendants. Je m'arrête par là puisque je suis sûre que votre engagement dans tous ces secteurs est vraiment très... je suis vraiment très honorée puisque votre engagement est plein, vous avez une participation totale et donc je vous passerai tout de suite la parole et à vous, Madame. Merci. Merci infiniment pour ces mots et cet accueil chaleureux. Je veux vous saluer, mesdames, et je vois dans cette salle aussi des hommes qui, dès lors qu'ils s'allient aux femmes dans ce combat légitime que nous portons tous les jours, montrent leur intelligence. J'aime souvent dire que j'évalue l'intelligence des hommes à leur capacité de s'allier aux femmes. Et cela est vrai. Donc, messieurs, et vous toutes, vous tous ici, en vos titres et très nombreuses qualités, chers amis, je suis particulièrement honorée et heureuse d'être parmi vous en ce 8 mars pour une rencontre consacrée à l'engagement des femmes issues de l'immigration. Et croyez bien que ce n'est pas une formule convenue, car l'engagement dont nous allons parler est au cœur de ma vie. Cela a fait de moi la personne que je suis, d'avoir eu à surmonter ce lot d'épreuves qui se présentent à nous, nous qui sommes de l'immigration, nous qui avons dû aussi affronter l'exil. Partir, on le sait, ce verbe qui évoque la plupart du temps la liberté, le dépaysement, l'aventure, la rencontre. Combien ce verbe est faible, au fait, cela étant pour décrire ce qui motive, ce qu'il y a derrière ces exils, certes choisis pour les uns, mais si souvent forcés pour les autres. Alors pour certains, c'est la violence quotidienne, les bombardements incessants, les attentats meurtriers, la destruction de quartiers, de villes entières, les morts qu'on ne peut même plus ensevelir, les blessés qu'on ne peut même plus soigner. Pour d'autres encore, c'est la dictature, les persécutions, la torture, les emprisonnements arbitraires, le non-droit d'être différent. Et je n'ai pas encore cité celles et ceux qu'on nomme les migrants économiques, ces millions d'hommes, de femmes, de jeunes qui formulent le rêve, et comment leur en vouloir, n'est-ce pas, d'une vie meilleure et que certaines circonstances poussent à partir.
Et enfant, j'ai moi-même connu cette très dure épreuve de l'exil avec mes parents, comme des centaines de milliers de familles haïtiennes, devoir tout quitter dans l'insécurité la plus totale, devoir tout laisser derrière soi pour échapper à la répression, aux violences quotidiennes les plus atroces, pour pouvoir échapper aussi à la pauvreté extrême sous le régime dictatorial qui produit les deux à la fois, qui produit à la fois des réfugiés politiques, mais produit aussi des citoyens et des citoyennes qui se retrouvent dans la misère extrême, un régime dictatorial sanglant et corrompu, dans le cas d'Haïti, qui a été porté par l'infâme Papadoc, donc François Duvalier. Et qui eût cru d'ailleurs qu'un jour, la petite réfugiée haïtienne que j'étais serait appelée à occuper la plus haute fonction de gouverneur général et commandante en chef du Canada, et aujourd'hui celle de secrétaire général de la francophonie. Et je veux citer ici un proverbe persan qui dit que la force de l'eau vient de la source. Et cette force, je sais que pour traverser toutes ces épreuves et arriver à me reconstruire, à renaître à moi-même, je la dois à des femmes, oui, comme ma grand-mère et ma mère, qui se sont affirmées malgré bien des épreuves, qui ont su me transmettre toutes les leçons retenues d'une vie jalonnée d'obstacles à franchir. Ma grand-mère qui s'est retrouvée veuve à un très jeune âge avec 5 enfants sur les bras et qui très vite avait compris qu'il lui fallait quitter son village parce qu'elle avait toute la pression des frères qui arrivaient et qui voulaient contrôler sa vie, décider de tout pour elle, et qui se dit non, voilà, je vais vers la ville, et qui a élevé ses 5 enfants, filles et garçons, pliés sur une machine à coudre, fabriquant des vêtements qu'elle allait vendre au marché. Et avec la plus grande fierté, elle a vu ses enfants, filles et garçons, aller à l'école et jouir de cette éducation qu'elle souhaitait pour elle et pour eux. Ma mère, qui, oui, dans l'exil, s'est retrouvée aussi face à ce que, oui, j'appelle la nécessité de se reconstruire, de renaître à elle-même, de porter seule 2 enfants sur les bras, et qui, à aucun moment, ne s'est découragée, n'a perdu de sa dignité, et en toute humilité, même en acceptant pour cette femme intellectuelle qui, bon, voilà, même certains boulots, mais en se disant, voilà, que son autonomie financière, sa force de travail était celle qui permettrait de vaincre souvent l'ignominie et d'avancer. Donc, des battantes. J'ai été éduquée et formée par des battantes, et ce qu'elles m'ont appris aussi, c'est la nécessité de s'engager collectivement et d'apporter de sa force aussi par une contribution riche au bien commun, d'agir comme une citoyenne pleine et entière. Et je dois dire que je suis de l'école des femmes, parce que très vite, au Canada, au Québec, où nous vivions, où nous avons trouvé asile, refuge et citoyenneté, je me suis très tôt, à un très jeune âge, tout de suite engagée au sein du mouvement des femmes, et avec elles, dans la lutte en tout cas contre la violence conjugale, la violence faite aux femmes en milieu conjugal, et aux côtés aussi de ces femmes et de leurs enfants. Nous avons su, nous, de ce mouvement des femmes, construire le plus vaste réseau de ressources pour femmes victimes de violences et de refuges d'urgence sur l'ensemble du territoire canadien. Et ça a été une très grande école. Une très grande école où on apprend à faire bouger les lignes, à faire bouger les mentalités, à forcer le changement, à imposer le respect. Et on le fait en sachant que ce combat-là profite à toute la société. Lorsque les femmes revendiquent leurs droits et s'investissent pleinement pour le respect de ces droits, de leur dignité, de leur intégrité physique et psychologique, elles le font pour le bien de l'ensemble. Le bien de l'ensemble, elles ne le font pas seulement pour elles. Alors, je veux dire que
je mesure chaque jour, la détermination qu'il a fallu à ma grand-mère, à ma mère et à toutes ces femmes que j'ai eu à côtoyer et qui m'ont tant appris pour conquérir leur autonomie. Et je dirais que, chère Cécile Kyenge, vous êtes, je prononce bien votre nom? Parfaitement. Vous êtes de ces femmes. Vous arrivez en Italie a 18 ans e la voglio salutare anche in italiano perché ho studiato in Italia, mi fa molto piacere poterla salutare in questa lingua. Et vous étudiez donc le jour, vous travaillez le soir, vous êtes spécialisé en ophtalmologie, vous exercez votre profession pendant plusieurs années pour vous lancer ensuite en politique. Et avec quelle force de conviction, n'est-ce pas, pour tenir avec quel talent. Élue locale, puis députée, puis ministre, et députée européenne depuis 2014. Mais bien sûr, on sait que ce fut un parcours de la combattante qui oubliera la façon dont certains, à l'esprit très étroit, et vous ont traité lorsque vous étiez ministre de l'intégration, n'est-ce pas, qui oubliera les insultes, bien sûr, les menaces, les actes de haine dont vous avez publiquement fait l'objet. Et j'en sais quelque chose. Vous étiez là où l'on ne vous attendait pas. Où on n'attendait pas quelqu'un comme vous. Mais vous investissez cet espace de plein droit et avec tellement à offrir. Et c'est ça, au fait, la principale force. C'est de savoir que même quand on se retrouve là où on n'attend pas quelqu'un comme soi, on sait ce que l'on a à offrir. C'est ça qui compte. Moi, je le dis toujours aux enfants. Je dis aux enfants, vous savez, il vous arrivera un jour, en raison de ce que vous êtes, peut-être de votre différence, de vous retrouver face à un rêve auquel vous aspirez. Et dans un entretien, alors que vous approchez du but, vous sentirez, même si les mots ne sont pas dits, que vous n'avez pas forcément le profil du fait de votre différence, de la personne que l'on attend. Mais ne ressortez jamais de cette expérience brisée. Sachez qu'au fait, c'est en face, cette personne qui fait obstacle à ce que vous êtes, que l'on est perdant. Vous êtes riche. Vous ressortez de là, fort de cette conviction de ce que vous aviez à offrir, et vous devez vous dire, tant pis, ce sera ailleurs, à un autre moment, face à quelqu'un d'autre qui saura reconnaître. Mais vous n'êtes pas le sujet de cette situation. Vous avez trop à offrir, vous êtes trop riche pour cela. Et c'est important de communiquer aux enfants, je veux dire, cette assurance, savoir renverser le miroir et se dire non, la personne la plus forte en ce moment, c'est moi, parce que je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai à offrir. La personne en face qui bloque et qui me refuse l'entrée, oh là là, cette personne ne sait pas de quoi elle se prive, et quel dommage pour elle. Voilà, c'est ça. Et je sais que ce que l'on retiendra surtout, et j'en suis persuadée, c'est bien sûr votre immense dignité, n'est-ce pas? Cela revient à ce que je disais, c'est l'intelligence, la finesse, voire l'humour, parce que c'est une arme redoutable, avec lesquels vous avez fait face. Et donc vous êtes désormais au Parlement européen, car rien ni personne n'aura eu raison de votre détermination, ni de votre force de conviction. Et au nom de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent au respect de notre humanité commune, parce que c'est de ça, même dans les réflexions que vous avez eues tout à l'heure, c'est de ça en ces questions, je tiens à vous rendre hommage et vous dire mon amitié. Merci. Mesdames, Messieurs, depuis que je suis à la tête de la francophonie, mon souci, c'est aussi de porter haut et fort la parole et les intérêts des femmes. Et je mets à profit ma propre expérience, je mets bien sûr à profit aussi mon propre vécu. Pouvoir, vous savez, même à l'Assemblée générale de l'ONU, lorsqu'une séance est consacrée à la question de la crise migratoire, pouvoir en parler et savoir que l'on est peut-être l'une des rares personnes capable de dire, pour moi, ce n'est pas une statistique, je suis passée par là. Je suis une de ces survivants et de ces survivantes de cette épreuve terrible. Et dès lors, l'écoute aussi est différente. Et la perspective que l'on amène également gagne en force. Parce qu'on n'est pas à froid. On
dit, sachant combien l'on a su le vivre dans sa chair, dans son expérience, dans son quotidien. Et dans un contexte mondial de crise économique et financière, mais aussi politique et idéologique, force est de constater le ralentissement des progrès en faveur des droits fondamentaux des femmes et des filles, j'en reviens à cela, et parfois même, vous le disiez tout à l'heure, leur remise en cause. Face aux voix qui s'élèvent au nord comme au sud contre le droit, par exemple, à l'avortement, contre le droit à la contraception, contre l'accès des femmes aux plus hautes fonctions de l'État, contre l'égalité salariale, nous devons agir et nous savons que ce n'est jamais fini. Il faut continuer à avancer sur ce front. Il y a encore tant à faire pour parvenir à cette égalité que des femmes revendiquent depuis des décennies. Et nous sommes de plus en plus sur ce sentiment que nous n'avons plus de temps à perdre. Il y a encore tant à faire face à ceux qui veulent défaire ce qui a été patiemment acquis. Il faut une vigilance de tous les instants. Et lorsque j'ai accédé à mes fonctions en janvier 2015, j'ai eu à cœur de travailler en particulier sur la question de l'autonomisation économique des femmes. Les femmes jouent en effet un rôle crucial dans la production économique et le commerce en tant qu'ouvrières, en tant que productrices, entrepreneurs ou encore négociantes transfrontières. C'est incroyable ce nombre de femmes commerçantes qui traversent les frontières, qui vont partout chercher des marchés, chercher vraiment à rassembler des biens, des denrées. Mais c'est une incroyable énergie qu'il faut pour porter cela. Et combien malheureusement, quand on n'investit pas dans ces initiatives économiques, c'est un parfait gaspillage, c'est un non-sens. Et malgré cela, partout dans le monde, les femmes n'ont pas la même place sur le marché du travail et dans la sphère privée en raison des inégalités de genre. C'est comme ça qu'on nomme ça, hein, de genre. Des fois, mieux vaudrait dire clairement de quoi l'on parle, c'est-à-dire des injustices, la discrimination faite aux femmes. Et donc il y a une surreprésentation des femmes dans les emplois informels, les emplois précaires et à bas salaire, et sous-représentation à tous les niveaux du processus de décision dans le domaine notamment économique. Ainsi, sur 40% de la main-d'œuvre mondiale, les femmes possèdent à peine 1% de la richesse mondiale et ne bénéficient que de 10% du revenu mondial. Or, et c'est ça le plaidoyer, il faut le dire partout, nombre d'économistes en conviennent, que ce soit de l'OCDE, du Fonds monétaire international et combien d'autres, les gains en termes macroéconomiques pourraient être très importants si les femmes étaient en mesure d'exprimer pleinement leur potentiel sur le marché du travail, si l'on investissait davantage et de manière équitable et juste et égale dans leur force de travail, ce qu'elles ont à offrir. Et pour agir dans cette voie, nous avons donc, à la francophonie, décidé de mettre en place un programme d'envergure d'entrepreneuriat. Et nous commençons à le faire et nous voyons déjà l'impact que cela produit dans 12 pays d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien. C'est-à-dire multiplier des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises pour soutenir l'entrepreneuriat porté par les femmes, par les jeunes, et tout nous donne raison en ce sens. Et ce programme a permis jusqu'à maintenant d'appuyer la croissance de nombreuses entreprises mises sur pied par des femmes dans des secteurs émergents tels que l'économie numérique ou l'économie verte, dans des initiatives économiques portées par des jeunes. Nous les aidons aussi à renforcer leurs capacités, à structurer la faisabilité de leurs projets, à accéder au financement et au marché, à accéder aussi à des standards de qualité et à passer à l'échelle, à agir au niveau de la normalisation, la certification, la labellisation. Et c'est un travail absolument formidable parce que nous sommes en présence de forces vives qui le mot le dit, sont vivifiantes, ne reculent devant rien et contribuent vraiment avec énormément de qualité et de vaillance. Et lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à Madagascar en novembre dernier, nous avons également pris la décision de créer une entité pour la promotion de l'égalité femmes-hommes qui aura une mission de plaidoyer, une mission d'analyse, une mission d'accompagnement des États et gouvernements, une entité qui sera
la toute première à couvrir l'espace francophone sur les 5 continents. Nous sommes 84 États et gouvernements sur les 5 continents. Et les 1er et 2 novembre 2017 à Bucarest, en Roumanie, nous organiserons aussi notre 3e Forum mondial des femmes francophones, l'occasion de faire le bilan de nos actions, d'envisager de nouvelles mesures, d'échanger de bonnes pratiques, de rassembler aussi beaucoup de femmes entrepreneurs dans des filières extrêmement intéressantes et qui agissent vraiment sur des projets qui ont une dimension très innovante. Nous avons, et aussi de création d'emplois. De création d'emplois, cela est essentiel. Parce que vraiment, cette situation calamiteuse de chômage chronique dont les jeunes sont les premières victimes, les femmes également, est un facteur d'instabilité pour le monde. Nous savons combien des organisations criminelles profitent de cette situation de précarité, de désengagement, de désenchantement aussi chez les jeunes, cette situation d'être face à un avenir bouché. Quand on regarde les survivants, vous savez, la francophonie, nous sommes un espace de pays, pour ce qui est de la crise migratoire, de pays de départ, de pays de transit, de pays de destination, éventuellement de pays d'accueil. Nous pouvons mesurer sous toutes ces dimensions ce que représente cette crise. Et quand on regarde au plus près les survivants de ces traversées du désert, où plusieurs y laissent leur vie, les survivants de ces expéditions en mer et dans des mers qui deviennent de vrais sanctuaires, on se rend compte que ce sont des jeunes hommes, de jeunes femmes, et qui sont poussés à l'exode et qui laissent aussi des pays exsangues de ces forces de travail, ces forces vives. Et c'est là encore, cela nous donne raison d'agir davantage, oui, sur le soutien à l'entrepreneuriat, oui, sur la création d'emplois, parce qu'il faut agir à la source même de ce qui pousse vers l'exil forcé. Y compris travailler sur la démocratisation, la défense des droits et des libertés, c'est une façon aussi de faire que nous puissions donner des raisons d'espérer et créer des possibilités pour ces populations forcées à l'exil. Nous avons lancé en ce mois de mars, à l'attention des journalistes et des médias, également un site internet intitulé « Guide des expertes francophones » qui recense déjà 2000 femmes susceptibles d'intervenir sur plus de 200 thématiques. Donc, de l'économie à la médecine, de la politique à l'agriculture, de l'environnement à la recherche fondamentale. Vous savez, l'espace francophone est un espace aussi de réseau institutionnel, de réseau de femmes, réseau de jeunes, réseau d'expertise. Et nous voyons aussi combien nous sommes un réseau de talents, de toutes ces expertes également qui, par leurs travaux, leur profession ou leur engagement, sont des expertes dans leur domaine. La voix et l'expertise des femmes sont une plus-value, un apport inestimable, mais encore insuffisamment exploité, notamment dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite. Et là encore, nous sommes bien loin de la parité, puisque les femmes apparaissent, nous le savons, 4 fois moins que les hommes dans l'actualité, et globalement 3 fois moins dans les programmes audiovisuels. Et elles ne sont que 19% à intervenir en tant qu'expertes, parce que d'emblée, on ne va pas chercher des expertes femmes pour témoigner de situations et parler de leurs travaux. Donc, le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes que nous avons créé en 2013 travaille, quant à lui, au quotidien avec des associations du monde entier et j'en passe. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un combat et ce ne sont que quelques exemples de ce que nous faisons dans le domaine. Mais mesdames, messieurs, je sais, ces luttes sont aussi les luttes des femmes de la diaspora. Ces femmes, je le disais tout à l'heure, qui ont tout quitté et ont encore, lorsqu'elles arrivent et qu'elles trouvent asile ailleurs, tant de chemins à parcourir. Certaines ne trouvent pas de travail ou ne trouvent qu'un travail souvent en dessous, je dirais, de leur qualification, donc sous-qualifiés. On voit des diplômés de médecine qui deviennent infirmières, des économistes qui deviennent nounous, des ingénieurs femmes qui deviennent femmes de ménage, des professeurs qui se retrouvent dans des ateliers de confection. Et c'est arrivé à ma propre mère.
Et je me souviens et ça aussi c'était exemplaire, de son extraordinaire humilité et de sa dignité. Vous savez, ma mère rentrait après un travail ardu, vraiment, et chaque fois elle n'avait que des histoires de courage à partager avec nous, ses filles. Elle disait, vous savez, dans cet atelier de confection, il y a ces femmes portugaises, ces femmes africaines, ces femmes italiennes, ces femmes, voilà, de l'immigration. Et ma mère qui avait organisé des campagnes d'alphabétisation en Haïti et qui avait parcouru le pays, mais vraiment les campagnes portées par cette cause, eh bien, dans ces ateliers, il lui arrivait aussi, au moment de la pause repas, de travailler avec des femmes en alphabétisation. Et elle n'avait que même exténuée, elle n'avait que de bons mots pour toutes ces femmes immigrées, pour le courage de ces femmes s'échinant vraiment pour un maigre salaire, mais fières d'offrir des perspectives nouvelles à leurs enfants. Et ma mère n'a jamais trouvé que c'était pour elle une situation indigne ou un sous-métier, quoi. Elle n'était pas comme ça. Elle se disait, voilà, par la force par toute mon énergie, je suis en train de construire une nouvelle vie pour mes enfants et j'ai aussi quelque chose à offrir. Et grâce à cette énergie singulière, combien de femmes se battent, créent leur entreprise, fondent des associations, j'en ai vu, entrent en politique, et combien sont présentes dans toutes les sphères des sociétés où leur histoire personnelle les a menées. Déterminées, persévérantes, volontaristes, infatigables. Donc j'ai donc à cœur de célébrer avec vous aujourd'hui les femmes de la diaspora en ce 8 mars, de célébrer tous nos parcours, tous nos destins à bien des égards aussi exemplaires, mais que nous mettons au service toujours du bien commun, de l'intérêt général, d'un monde plus humain, d'un humanisme intégral. Toutes vos réflexions témoignent de cela. C'est ce qui nous définit dans la francophonie. Nous définissons autour d'un combat pour un humanisme intégral et de mille et une façons. Et je terminerai en disant, oui, heureuse que nous puissions nous rencontrer ici. Travaillons ensemble, nous avons tout à y gagner. Et sur l'afrophobie, moi j'aime, par exemple, qu'alors que je faisais campagne, nous étions 5 candidats, c'était la première fois qu'il y avait une vraie campagne pour accéder au poste de secrétaire général de la francophonie. J'étais une femme avec 5 hommes, mais nous portions à 5 voix, je veux dire, un projet, une vision pour la francophonie. Et je me souviens de ces chefs d'État africains, entre autres, alors que l'on disait, oui, mais il y a une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête de cette organisation, parce que bon, et qui me disait, mais nous avons envie de vous appuyer pour l'énergie qui est la vôtre, et vous êtes de cette africanité globale. Alors là, ça vraiment cette idée de porter cette histoire ensemble et de se dire que, voilà, y compris dans l'innommable, dans l'ignominie, ce crime terrible qu'a été la traite, qui nous a dépossédés de tout, qui nous a arrachés à notre sol, qui nous a dépossédés de nos noms, de nos histoires, de nos mémoires, de tout ce que nous sommes, qui nous a infligé un déni d'humanité. Nous portons aujourd'hui cette conscience aussi de ce que nous avons investi par notre sueur et notre sang pour les Amériques, partout. Et il est très important, face à l'afrophobie, de dire non, nous connaissons notre valeur. Nous savons que dans les combats que nous avons menés aussi, et moi je viens d'Haïti, où le combat contre la traite, pour l'abolition de l'esclavage, en a été un aussi de solidarité
énorme avec tous ces pays aujourd'hui que nous connaissons, les Amériques latines, qui ne seraient pas parvenus à leur indépendance sans la contribution d'Haïti. Nous avons payé un prix, je veux dire, terrible pour cela. Le premier embargo international le plus brutal a été justement contre Haïti pour empêcher que ce germe, comme on le voyait, se répande, pour abolir ce système d'injustice, ce système économique qui prévalait. Mais quelle fierté que de se dire que, alors que Simon Bolivar, l'un des grands héros des indépendances de ces pays d'Amérique latine, venait se réfugier en Haïti, la première république noire de l'humanité, avec ses ressources limitées, quoi. Comment le président Pétion, s'adressant à lui, lui a dit: écoute, moi j'investirai dans tes expéditions, mais à une condition, c'est que partout où tu iras, tu abolisses l'esclavage. Partout où tu mèneras ce combat, tu abolisses l'esclavage. Parce que tu n'arriveras jamais à ce à quoi tu aspires sans cela. Et savoir que ce tout petit pays, dans mon esprit, il n'y a pas de petit et de grand pays. Il y a quelque chose à offrir, il y a des histoires extraordinaires aussi qui émergent de ces 10 petits pays. Il y avait là un combat pour l'humanité tout entière et nous sommes héritiers de cela. Donc face à l'afrophobie, il faut aussi savoir et rappeler, comme vous disiez aussi, cette histoire pour l'humanité tout entière, au nom de principes et de droits, pouvoir se tenir fier et dire, bon voilà, alors qu'en Europe se tient un combat important au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, nous, les nègres dans les plantations qui ne sommes pas invités à ce banquet-là, ni à manger de ce pain-là, nous disons c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous. Et nous nous battons pour que ce soit pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. De dire ça à des enfants et qu'ils en aient la fierté. Et de dire que nous avons contribué à ça et que nous continuons de le faire. Et vous voyez, ce qui est formidable, même dans l'idéal de la francophonie, autour de cet humanisme intégral, c'est que, voilà, quand s'écroule l'échafaudage du colonialisme et que naissent ces nouveaux pays indépendants, viennent d'hommes du Sud, chefs d'État de ces nouveaux pays-là, indépendants, un désir de créer un espace. Parce que c'est comme ça qu'est né l'idéal francophone, hein, de créer un espace en se disant, avec cette langue que nous avons en partage, avec cette histoire que nous avons en partage, et si nous pouvions définir un espace de solidarité, de fraternité, de réciprocité et de coopération, où nous aurions la possibilité de repenser. Je sais, c'est pour arrêter de parler, c'est ça? D'accord, pardon. Je finis avec cette histoire. Parce que vous m'avez entraîné sur l'éducation, sur l'histoire. D'accord? Alors je finis. Et si nous pouvons, dans cet espace-là, repenser nos liens, nos rapports les uns les autres, les regards que nous posons les uns sur les autres, et ils se projetaient déjà aussi sur un marché commun. Et ce sont eux qui vont aller vers le nord, vers la France, et avec l'appui de Jean-Marc Léger du Québec, avec l'appui aussi de la Belgique, des francophones d'ici, qui vont faire accepter et pousser ça aussi vers la France en disant, bon voilà, on va repenser les choses. Merci beaucoup. Je saisis cette... Merci beaucoup pour votre discours passionnant et passionné, pour votre humanisme intégral. Alors on a très très peu de temps et malheureusement Kindy Taïla s'est pas encore exprimé, donc je vais vous présenter rapidement. Vous êtes né en RDC, vous vivez en Italie depuis 1989, diplômé de médecine et chirurgie, spécialisation en gynécologie obstétrique. Vous avez fait un master en médecine tropicale, santé internationale, ethnopsychiatrie et psychologie des migrations obtenu à Rome, responsable du département des soins primaires de Modène. Vous occupez aussi des problèmes liés à l'adolescence, aux violences domestiques, des MST et mutilations génitales féminines. Vous avez été la responsable chargée par la ministre de l'intégration italienne en 2013, ici présente, de la task force interministérielle pour les mineurs non accompagnés et la lutte contre les violences de genre. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association culturelle DAD. Vous menez plusieurs activités de volontariat en Italie et en Afrique. Et moi, je voulais vous interroger sur la participation, je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, la participation à la vie politique et sociale des jeunes filles qui sont issues de la diaspora, qu'elles soient africaines ou issues de la diaspora africaine.
je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je serai très brève. Mon histoire personnelle, comme vous a déjà présenté, c'est presque l'histoire de chacun de vous. Ce que j'aimerais bien dire et ajouter, parce que vous avez parlé beaucoup et j'étais complètement pris dans les paroles de la madame, je suis vraiment contente d'être aujourd'hui ici avec vous. Ce que c'est important est que dans mon cadre de travail, je dis toujours à les jeunes filles qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un arrive et vous donne la parole ou vous donne la possibilité d'avancer. Il faut que nous, on avance, on commence à étudier, on fait des formations. Il y a toujours des racismes. C'est toujours là, il serait là-bas demain. Mais on doit combattre. On doit combattre pour notre droit et pour les droits de toutes les autres femmes qui sont dans la société. Moi, quand je suis arrivée en Italie, j'étais une petite fille sans peut-être un futur. Mais j'ai eu la force d'étudier, travailler le soir, le lendemain aller à l'université. J'ai lutté pour avoir les droits des étudiants. J'ai lutté pour les femmes et je continue avec mon association. Ce que j'aimerais bien dire à les femmes et les mamans qui sont ici, c'est que c'est nous qui nous sommes engagés de l'éducation des hommes. On ne doit pas oublier ça. Parce que quand une maman est là, elle ne peut pas éduquer différemment un garçon et une fille. On doit dire qu'on est égal. Et l'éducation part dans la maison. Si jamais on attend que quelqu'un d'autre après va éduquer, ce serait trop tard. Et là, c'est vraiment notre engagement. L'autre chose que je voulais dire à les jeunes filles, que les soucis sont là-bas, les difficultés sont là-bas, il n'y a pas d'argent, mais il faut continuer à combattre et il faut savoir devant tout ce que toi tu veux faire dans la vie et pas se mettre dans le coin parce que beaucoup de monde va te mettre dans le coin, mais si toi-même tu commences à te mettre dans le coin, là ce sera fini. Et comme j'ai ici des vraiment représentatives européens et de la francophonie, je vous vraiment demander de faire appliquer, comme gynécologue, faire appliquer la Convention d'Istanbul. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Dans mon cadre, chaque jour, je vois des femmes qui dénoncent des situations compliquées, très terribles, qui ont des enfants, mais il n'obtient pas de protection, il n'a rien. Et là, c'est un grand problème. J'ai terminé. Merci. Ah, je peux continuer? Je pense qu'on doit partir, on doit libérer la salle, n'est-ce pas? Il est 15h, nous devons... Oui, malheureusement, je suis vraiment désolée. Vous avez toutes énormément de choses à dire. Oui, moi, j'invite chacun à suivre celles qui sont sur les réseaux sociaux pour en découvrir davantage sur leur travail. Certaines ont écrit des livres, d'autres s'expriment régulièrement publiquement. Je vous remercie à tous de votre attention. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, mais nous sommes encore là de manière informelle, donc n'hésitez pas à venir interpeller les unes et les unes. Merci. Bonne soirée. Bonne fin d'après-midi plutôt. Merci à toutes. Merci à Madame la secrétaire générale de la francophonie. Et